Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique, médicale et même tout ce que vous voulez que nous avons lancé ici à CPN Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines-là sont mises sur la table et les invités m'accompagnent sur le plateau pour donner leur point de vue. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un, je ne sais pas, certains l'appellent un éléphant à blond, d'autres un géant mais au pied d'argile, à l'hôpital du Cinquantenaire. Vous savez que la République démocratique du Congo a dépensé plus de 100 millions de dollars américains pour se doter de cette infrastructure, mais à l'heure où nous parlons, le fonctionnement de cet hôpital pose problème. Et à part le fonctionnement, il y en a aussi ceux de nos compatriotes ayant travaillé, rendu de loyaux services à l'hôpital du Cinquantenaire, qui ont vu leurs droits être bafoués, qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue, malheureusement au nez et à la barbe de nos autorités. L'hôpital du Cinquantenaire, qu'est-ce qui se passe exactement pour que chaque jour qui passe, que l'on assiste à des scandales par rapport à cet hôpital? Aujourd'hui, j'ouvre le débat sur la question de la gestion et même de l'injustice que certains Congolais vivent dans cet hôpital. Trois invités m'accompagnent sur ce plateau pour évoquer la question. D'abord à ma droite, j'ai M. Séraphin Pélédé. M. Séraphin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez travaillé à l'hôpital du Cinquantenaire. Vous avez été à l'administration de l'hôpital du Cinquantenaire. Tout à fait. Vous avez été qui exactement? C'était quoi la dernière fonction que vous avez occupée au sein de l'hôpital? J'étais aux ressources humaines. J'étais à la fois le traducteur officiel, mais je m'occupais aussi de l'administration. Ok, donc vous étiez à l'administration de l'hôpital du Cinquantenaire. Avec vous, on abordera plusieurs autres questions. Vous n'êtes pas seul plutôt sur ce plateau. Deux de vos anciens collègues vous accompagnent également sur ce plateau. D'abord, le docteur François Kabangou. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'accepter notre invitation. Vous avez travaillé à l'hôpital du Cinquantenaire comme médecin. Effectivement. Et puis, à votre droite, vous êtes aussi avec un de vos collègues, docteur Fils Mukendi. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec ces trois invités, on va donc aborder la question de l'hôpital du Cinquantenaire. Je rappelle ici que nos trois invités sont de représentants de collectifs des anciens cadres et agents de l'hôpital du Cinquantenaire. Ils ont vu leurs droits être bafoués, ils sont en train de vivre l'injustice et aujourd'hui ils veulent donc partager avec nous. Alors, monsieur Séraphin Pélédé, vous arrivez à l'hôpital du Cinquantenaire en quelle année et dans quelles circonstances, vous personnellement? Oui, c'était en 2014. Juste quand on lance l'hôpital. Tout à fait. Parce que l'hôpital a été quand même inauguré le 22 mars 2014. Tout à fait. Donc vous êtes les pionniers, les premiers arrivants. Tout à fait. Ok. Il y avait il y avait ceux qui ont été recrutés par le gouvernement, médecins, infirmiers et autres personnels administratifs. Il y a aussi nous qui sommes venus recrutés par l'Indien lui-même. Voilà. Nous arrivons, on a commencé à travailler et puis, du coup, le gestionnaire introduit un sous-traitant, Force Security, un service de gardiennage. Est-ce que vous aviez signé des contrats à cette époque-là, quand vous arrivez? Est-ce que le contrat a été signé? Le problème aussi, vous êtes d'ailleurs bien placé parce que vous avez travaillé dans l'administration. À qui appartient l'hôpital du Cinquantenaire? L'hôpital appartient à l'État, mais la gestion est de type partenariat public-privé. Ok, c'est comme ça qu'on appelle les PPP. Tout à fait. Tout à fait. C'est dans ce cadre-là qu'on a donné la gestion à l'Indien. L'Indien, c'est qui? Le fameux Padilla, parce que je vois à l'hôpital du Cinquantenaire, on dit Padilla, c'est lui. C'est M. Padilla Teraman. Ok. Ouais, c'est lui, le gestionnaire indien. Voilà. Et vous, le contrat, vous le signez avec l'État congolais ou avec les sous-traitants? Non, c'est-à-dire que l'État recrute et puis il met le personnel à disposition du gestionnaire indien. Et puis, il y a d'autres qui ont été recrutés, vous venez, on vous recrute, mais on vous recrute directement, c'est l'Indien qui vous recrute. Ok. C'est plus tard qu'il est venu introduire les sous-traitants. Allons-y, Molo. Vous êtes recruté en 2014. Le problème commence à quel niveau? À quel moment? Et quelle est la nature du problème que vous apercevez quand les désordres ont commencé? Oui, donc au début, comme j'avais dit, on travaille. Et puis, c'est plus tard, ce qui est anormal, c'est plus tard que le gestionnaire introduit un sous-traitant et les gens ont dit non, niet. Là, nous sommes quoi? En 2016 déjà, 2016-2017. Non, c'est avant.
C'est d'ailleurs au cours de l'année 2014 déjà. Alors, nous avançons et l'autorité de tutelle lui dit non, 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 vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mettre ces gens-là en sous-traitance. Il y a des documents qui existent. Il y a le ministre du Travail, il y a le ministre de la Santé, et il y a même le Premier ministre qui lui a écrit. Mais il a fait fi. Voilà. Les documents sont là. Il vous engage, après quelques temps, il dit, il introduit un sous-traitant, comment vous l'appelez Force Security. Force Security. C'est un service de gardiennage. Un service de gardiennage, mais il dit désormais le personnel appartient à ces sous-traitants, voilà, qui n'a rien à voir avec la médecine. C'est qui est anormal. Et on ne l'a jamais vu d'ailleurs, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais traité avec lui. La preuve en est que nous, on travaillait normalement, même pour la paye par exemple, on nous payait directement. Et ce qui est grave, c'est que vous avez des cartes d'identité qu'on appelle ID, des cartes de service. Vous avez Padillat, hôpital du cinquantenaire, et c'est signé par lui-même. Donc à ce moment-là, on ne peut même pas parler de sous-traitance, quand bien même vers la fin, il a mis sous-traitant, mais ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur parce que même le nom du sous-traitant n'apparaît pas, et même dans nos relations journalières, on n'a jamais été chez ce sous-traitant-là, on n'a jamais traité avec lui, ce qui n'est pas normal. Docteur Fils, vous avez un certain nombre de documents que je vois sur la table. Lorsque l'Indien introduit les sous-traitants, vous êtes médecin, vous apprenez. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de contestation? Est-ce que les autorités ne réagissent pas par rapport à la sous-traitance? Oui, en fait, pour aborder, d'abord répondre à votre question, parce que Papa Pélinda vous a dit que lui, il a commencé depuis 2014. Parce que l'Indien a commencé à recruter, il y a d'autres qui sont venus après. Moi, personnellement, nous sommes venus vers 2016. Ok. Nous avons trouvé ce genre de problème. Il y avait déjà un problème de mouvement de grogne interne. Oui, il y avait déjà un mouvement de grogne interne. Et aussi, allez-y, allez-y. oui, il y avait déjà un mouvement de grogne interne. Et aussi, ces problèmes-là de sous-traitance, les gens commençaient à contester. Il y a même des documents. Papa Pélinda a dit depuis 2014. Voilà, nous avons des observations faites par les ministres de la Santé de l'époque, Dr Félix Kabange. Et si Félix vous... Kabange était ministre à cette époque-là. Oui, à cette époque. Et vous verrez, il y a dans des pages intérieures, il était en train de dénoncer ces problèmes de sous-traitance. Il avait même intimé l'ordre aux gestionnaires d'arrêter avec ces problèmes de sous-traitance. Les documents sont là, depuis 2014, signés par les ministres. Mais il en faisait fi, il continuait. Jusqu'en 2016, il y a eu ces mouvements de grogne interne. Et ça s'est soldé par ce qu'on a remarqué. Il nous a licenciés en masse et abusivement, sans même respecter le code du travail. On va parler de la question de votre licenciement. Donc déjà, lorsque en 2016, je peux jeter un coup d'œil, vous avez là une correspondance du ministre signée par le docteur Félix Kabange Numbi qui demande à ce que qu'on arrête cette affaire de la sous-traitance. Oui. Donc, il est hors de question que les agents de l'hôpital des cinquantenaires soient considérés comme des sous-traitants de cette entreprise-là. Mais malgré ça, l'Indien n'a rien respecté, quoi. Ah non, il n'a rien respecté. Ça, cette correspondance, ça date de 2014. Allez-y comprendre, jusqu'à 2016 et ça continue. Donc, il n'a jamais respecté. Et il y a eu même un mémo déjà en 2014, là, que les collectifs avaient adressé au Premier ministre de l'époque, Matata Pogno. Lui, voilà sa réponse qu'il avait réservée au ministre de la Santé pour faire cesser cette histoire-là de sous-traitance. Et à part ça, il y avait aussi des problèmes, les codes du travail n'étaient pas respectés. Au lieu de 8 heures de travail, là, les gens travaillaient 13 heures de travail. C'est même bien expliqué dans la correspondance du ministre de la Santé. Il y avait 13 heures de travail, et tout ça on a condamné, mais lui, il ne respectait pas. Donc apparemment, le respect des hommes, le respect des Congolais, le respect de la législation, c'est pas l'affaire de l'Indien là-bas. Oui, c'est ça ce qu'on avait constaté à l'époque. Alors, vous constatez toutes ces manœuvres-là, docteur Kabangu. Il arrive qu'en 2018 ou 2016, le problème arrive, vous réagissez et on vous chasse. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, j'ai entendu les proches d'Indiens, quand je préparais cette émission, dire que la plupart des personnes qui ont été chassées ont été chassées pour faute lourde, absentéisme, des gens qui ne se présentaient pas à leur travail, des gens qui ne respectaient pas les horaires. Et vous êtes dans les lots de ces gens-là. Pourquoi l'Indien vous chasse? Ça arrive comment qu'on vous chasse du travail? Effectivement, tout a débuté lorsqu'il y a eu un retard de paiement. C'est là où la grogne a commencé.
Alors, étant donné qu'on devait payer les agents, eux, ils disaient que non, effectivement, les finances devaient venir de Dubaï, tout ça, il fallait attendre. Les gens ont commencé un peu à se surchauffer. Parce qu'ils savaient qu'en médecine, c'est pragmatique. Quand vous produisez, vous savez ce que vous avez produit. Mais eux, maintenant, ils voulaient faire voir aux gens que non, l'hôpital ne produisait pas, l'argent venait de l'extérieur, il fallait attendre. Et c'est là où cette grogne a commencé. Et quand la grogne a commencé, alors il a décidé de prendre unilatéralement cette décision de mettre tout le monde dehors. Ceux qui faisaient la garde en ce jour, on les a tous fait sortir dehors. Ceux qui avaient fait la permanence, quand ils revenaient le lendemain, ils trouvaient qu'on avait mis des policiers à la barrière, que personne ne devait entrer et personne ne devait sortir. Non, monsieur Séraphin, vous êtes l'administration. On dit que c'est aussi par rapport à certaines fautes administratives que beaucoup... Vous êtes exactement 271 qui ont été mis à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les griefs qui sont retenus pour qu'on chasse, qu'on fasse ces licenciements massifs à ce point-là? Parce qu'à l'hôpital du Cinquantenaire, on dit qu'il y a quand même beaucoup de fautes administratives et des fautes lourdes du travail qui ont été observées. Non, non, pas du tout. Parce que lorsqu'il y a des fautes, je crois qu'il y a des documents qui doivent les témoigner. Donc, lorsqu'il y a une faute lourde, on donne, on fait un document, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même s'il y a faute lourde, est-ce que vous pensez que tout le monde peut commettre une faute lourde et puis on les chasse au même moment? Non, non, loin de là. Donc, le gestionnaire indien a préféré chasser tous les Congolais. C'est là où il y a un problème, parce que nous disons que c'est inédit. Parce que vous allez au Congo-Brazza, vous allez en Angola, partout. On n'a jamais vu ça. Qu'un expatrié vienne un matin, il chasse tous les nationaux, et puis l'État, bon, il regarde l'impuissant. Même si par la suite, il y a eu des commissions pour qu'on règle l'affaire, mais il n'a jamais voulu... C'est-à-dire quoi? Vous arrivez un matin, vous trouvez les barrières fermées, oui. On vous dit rien, on dit plus personne n'intervient. Oui, et la police vous dit, pas question, même pour se soulager, pas question. Je vais récupérer mon portable, non, pas question. Partez et ne revenez plus. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu, sauf au Congo. Et quelle est la raison, le motif qu'on donnait à cette époque-là? Non, il n'y avait pas, on n'explique pas, il n'y avait pas de motif. On vous dit tout simplement, c'est fini, le gestionnaire a dit, ne venez plus, vous ne travaillez plus. Voilà, c'était ça. Et c'est comme ça que nous sommes allés à l'autorité du tutelle, le ministère du Travail, de la Santé et du Travail. Il y a eu cette commission qui a été mise en place, mais il a saboté cette commission-là. Et finalement, bon, voilà. Docteur Fils, c'est à peine incroyable. Hein? Donc, vous venez le matin pour travailler, vous trouvez les barrières fermées, on vous donne aucune explication, on vous dit personne n'entre, c'est terminé quoi. Oui, c'était ça. Effectivement, c'est ça ce qu'on a vécu. Et par après, comme Papa Payenda a dit, bon, il y a eu une commission tripartite, il y a même l'arrêté ministériel des ministres du Travail de l'époque, des vice-premiers ministres Willy Makiash. Que vous avez d'ailleurs là. Oui, il y a même l'arrêté ministériel il y avait une commission qui devait siéger, une commission tripartite pour régler ces problèmes. Ministère du Travail, ministère de la Santé et hôpital du Cinquantenaire. Oui, et les gens de l'inspection générale du travail. Okay. Les travaux avaient bel et bien commencé. La partie travailleur était bien représentée, la partie inspection générale du travail, ministre et le ministère de la Santé était bien représenté, sauf sa partie. Il n'est pas venu en tout cas, il ne venait pas, jusqu'à ce que les travaux ont capoté. Il n'y a même pas eu un document sanctionnant ces travaux. Il ne venait pas. La suite, vous connaissez la suite. On était là, on était chassés, on venait tous les jours dehors et jusqu'à ce que, bon, on est chassés, il y avait des policiers là, ils nous interdisaient l'accès. Et même, plus grave encore, il y a le ministre du Travail de l'époque, là, le vice-premier ministre, Willy Makiash, il lui a fait même une mise en demeure, lui demandant de payer ses travailleurs et de les remettre au travail. Voilà la mise en demeure du ministre du Travail, du vice-premier ministre du Travail de l'époque, Willy Makiash. Il n'a même pas respecté. Voilà, les documents sont là. Il n'a même pas respecté. Et jusqu'à ces jours. Il botte en touche la commission mise en place pour traiter de la question. Il botte en touche la mise en demeure. Il ne paye pas et il ne réintègre pas les agents. Oui, c'est ça. Jusqu'à ces jours, 5 ans et demi, bientôt ça sera 6 ans au mois d'août. Jusqu'à ces jours. Non, mais ça, c'est quand même extrêmement grave, parce que c'est à quoi on assiste. Hein. Un peu pour dire, c'est des choses qu'on ne voit que dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo. Mais pendant les 6 ans-là, monsieur Séraphin, vous faites quoi? Vous fermez les bras, vous vous dites, bon, c'est perdu, c'est une fatalité. Quelles sont les démarches que vous entreprenez en ce moment-là? Comme l'a dit docteur Mukendi, nous sommes allés dans la commission, et puis après, bon, c'était pas de suite, mais on ne pouvait plus rien.
Mais maintenant, heureusement, avec l'état des droits, nous sommes allés à l'inspection du travail. Vous craignez quoi? Est-ce que l'Indien a été protégé par les politiques, par les autorités? Est-ce qu'il y avait une même politique derrière l'Indien? Bon, on sait quand même que, voilà. Est-ce que l'ancien régime ne vous a pas aidé dans ce qui s'est passé là? Mais à chacun d'apprécier. Mais je crois que lorsqu'il y a une commission qui commence, et que l'Indien, lui, le gestionnaire dit niet, je crois qu'il devait y avoir des sanctions. Il devait y avoir des sanctions. Mais on ne l'a jamais sanctionné, le type a continué à travailler comme ça, et il y a des gens qui sont venus après nous. Bon, mais nous nous sommes dit, maintenant que les choses commencent à changer, allons-y. C'est comme ça que nous sommes allés à l'inspection générale du travail. Là, vous en êtes où? Vous êtes allé à l'inspection du travail au moment où nous parlons? Oui, nous sommes allés à l'inspection du travail, ils ont fait un bon travail, vous sentez que l'état des droits est là, ça nous pouvons le dire, parce que on a invité l'autre partie qui n'est pas venu au début, et puis il y a un avocat qui est venu, et puis à la suite, les deux autres invitations, ils n'ont pas répondu. Au niveau de l'inspection générale du travail. Et voilà, ils ont fait un bon travail qui a été sanctionné par un PV de carence. De non-conciliation. De non-conciliation, de carence valant un PV de non-conciliation. Et c'est ce qui nous a permis d'aller au tribunal de grande instance. Donc voilà, nous sommes là. Alors, vous allez à l'inspection du travail, l'Indien ne vient pas, on vous établit des PV de non-conciliation, oui. Et alors nous parlons, l'affaire se trouve devant la justice. Oui, il y a eu déjà une première audience, ils ont séché, il n'y avait personne, nous sommes allés, notre avocat est venu, et voilà, nous attendons le jugement. Et nous pensons qu'il y aura un bon jugement rapidement, parce que je dois vous dire qu'à peu près 95% ne travaillent pas. Et parmi nous, il y en a qui sont rentrés au village, il y a eu des décès et tout ça. Donc nous vivons vraiment un calvaire. Voilà. Docteur Kabangou, vous tentez avec les commissions, ça ne marche pas. La mise en demeure ne marche pas. Vous allez, comme M. Séraphin l'a dit, au niveau de l'inspection du travail, là on vous fait un bon travail, là vous êtes devant les cours des tribunaux. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la justice de la RDC? Parce que bon, déjà à la première audience, l'Indien n'est pas venu. Ce que nous on attend effectivement de la justice congolaise, qu'effectivement, nous sommes dans une période où nous sommes en train de passer dans un état de droit. Et nous tenons à cet état que les droits puissent faire sa part. Parce que nous avons tous les documents avec nous qui nous prouvent que l'État peut nous rendre justice. Et nous voulons que ceux qui sont en train de suivre ce dossier prennent conscience de la réalité, de certaines choses qui se passent au travers de cet hôpital cinquantenaire. Parce qu'il y a ceux de nos confrères qui sont encore là, mais je crois qu'ils sont en train de passer des moments plus misérables que nous qui sommes passés par là. Et nous voulons que ces systèmes puissent sécher, puisse terminer avec cet état de droit qui est venu. Donc vous attendez que la justice fasse correctement son travail? Effectivement. Mais quelles sont vos prétentions? Vous réclamez quoi à l'heure où nous parlons? Vous réclamez que la justice vous établisse et que vous regagnez vos postes? Vous réclamez de l'argent? Les prétentions que vous amenez devant la justice à ce moment ici sont lesquelles? Ce que nous réclamons, c'est que la justice puisse nous rendre dans nos droits, nous payer nos arriérés de salaire, des comptes finaux, nos dommages d'intérêt, parce que c'est depuis 2014 que ce monsieur ne veut pas bouger avec toutes les instructions que les anciens ministres lui avaient imposées. Il n'a pas bougé d'un doigt. Et nous voulons réclamer ses doigts. Tant que nous avons une autre PV, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Parce que même au niveau du ministère du Travail, ils ont dit que ça ne se passe pas ainsi. Quand on veut révoquer les agents, il doit commencer par le ministère du Travail. Avoir cette autorisation du ministère du Travail pour révoquer les gens. Ce qui n'a jamais été fait. Alors, dans ce cas, nous voulons réclamer nos droits de pouvoir regagner nos finances, nos salaires qu'il est resté avec. C'est plus ça. Docteur Mukebi, par rapport aux prétentions, est-ce que vous, cet homme qui n'a pas respecté le ministre, cet homme qui n'a pas respecté les commissions, cet homme qui n'a pas respecté la mise en demeure, est-ce que vous croyez qu'il respectera la justice? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez que le pays fasse et que la justice de la République démocratique du Congo fasse? Bon, en fait, moi, je suis confiant et optimiste. Vous savez, vous avez posé la question tout à l'heure à Papa Pelenda s'il y avait une main noire là. C'est à l'opinion d'apprécier. Nous ne savons rien dire là-dessus. Mais maintenant, nous sommes convaincus. Il y a l'avènement de l'état des droits et nous serons réhabilités dans nos droits. Il y a les 2 mois de salaire, il y a les décomptes finaux, il y a des dommages intérêts. Donc, quand vous partez, vous avez déjà des arriérés des salaires à l'époque? Bien sûr, parce que c'était au mois de vers le 16 août qu'on nous a mis à la porte. Les mois de juillet n'étaient pas payés. Jusqu'au 16 août, ils ne nous avaient pas payé. Il y a la mise en demeure là des vice-premiers ministres de l'époque, Willy Makesh.
il n'a pas voulu respecter. En fait, on ne demande pas. D'ailleurs, je vous informe aussi, il y a à l'inspection générale du travail, les décomptes ont déjà été calculés. Tous les documents sont déjà là. Donc, oui, la justice n'a qu'à rendre le jugement et qu'on soit réhabilité dans nos droits. Les arriérés des salaires, les décomptes finaux, et en plus, il y a aussi les dommages intérêts. Parce qu'il n'a pas respecté les codes du travail. Si vous voulez faire un licenciement massif ou massif, ça s'est fait. C'est-à-dire si par exemple l'entreprise tombe en faillite, mais il y a une procédure légale qui est requise. Lui, il n'a pas respecté. Donc, il a même violé aussi la loi. Donc, on doit être réhabilité dans nos droits. Et bon, rentrer là-bas, je ne sais pas, ça dépend de tout un chacun, mais les gens ne sont pas du tout chauds à rentrer là-bas. Alors, vous, si vous proposez de rentrer dans ces conditions avec Padilla, vous ne rentrez pas. Là, on va réfléchir des fois. On va réfléchir des fois. Mais c'est la fois que vous êtes prêt à rentrer à travailler là-bas. Non, et je pense que le jugement qui sera rendu doit interpeller l'État congolais, parce que, comme je l'avais dit, c'est inédit, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Ça doit interpeller l'État congolais et même les employeurs. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a peut-être qui vivent ce que nous avons vécu. Donc, ça doit toucher. Et vous savez, le jugement est rendu au nom du chef de l'État. Je crois que ce jugement-là doit interpeller et le chef de l'État lui-même et l'État congolais. Voilà. Non, mais nous qui regardons l'hôpital du Cinquantenaire un peu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un véritable gâchis. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que la seule chose qui reste à l'hôpital du Cinquantenaire, c'est la morgue et les obsèques qui sont organisés avec la Covid. Vous étiez là depuis 2014. On sait que les objectifs étaient avoir un bel hôpital pour ne pas aller à l'extérieur. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça devienne aujourd'hui une aventure de mauvais goût, un gâchis comme ça se passe? Vous qui avez vécu la situation de l'intérieur. Mais je crois que c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Parce que cet hôpital avait quand même suscité beaucoup d'espoir. Tout à fait, comme vous avez dit, parce que les objectifs, en fait, il y en avait deux. Éviter que les gens aillent à l'extérieur, parce que c'est comme ça qu'on a fait venir les meilleurs médecins, que ce soit les Indiens et les médecins congolais, et au niveau sous-régional aussi. Ça devait résoudre ces problèmes-là parce qu'on a commencé déjà à accueillir les gens qui venaient de l'Angola, du Congo-Brazza. Donc cet hôpital-là, s'il est réhabilité, s'il est bien géré, c'est pour résoudre ces deux problèmes-là. Malheureusement, aujourd'hui... Non, mais l'opinion est témoin. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y en a beaucoup qui vont, hein, qui vont encore se faire soigner là-bas. Non, posez les problèmes avec un micro-baladeur, vous aurez la réponse. Docteur Kabangou, est-ce que c'est la mort dans l'âme quand vous passez par là, vous regardez ce beau bâtiment, tous les espoirs que ça a suscité, voir l'hôpital là, au niveau où il est aujourd'hui, vous vous dites quoi, vous sentez quoi? C'est malheureux qu'on en soit arrivé là quand même. Effectivement, en tant que médecin, c'est vraiment la mort de l'âme, comme vous avez dit. Parce que rien qu'à voir ce bâtiment, c'était un bâtiment qui devait vraiment donner le meilleur de l'humain du point de vue médical. Des dizaines et des dizaines de chambres là. Effectivement. Quand nous étions à l'intérieur, il y avait certains départements, jusqu'en quittant l'hôpital, qui étaient fermés. Des départements de pneumologie, de cardiologie qui étaient fermés. Parce qu'elles ne fonctionnaient pas. L'hôpital ne tournait qu'au 1% de son rendement. Donc l'hôpital fonctionnait comme si c'était un dispensaire. Et non un hôpital de 4e niveau comme c'était prévu. Et ce qui était étonnant, que toutes les grandes têtes que nous avons ici à la capitale ne se retrouvaient pas là-bas. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi tous ces grands têtes qu'on connaît à l'université ne se retrouvaient pas au hôpital du Cinquantenaire. Donc c'est-à-dire qu'il y avait tout un flou sur ce bâtiment qui était il n'y avait pas des grands savants là-bas, des grands noms, des... Non. Et l'Indien ne voulait pas tous ces grands noms. Voilà. L'Indien ne voulait pas tous ces grands noms venir donner les meilleurs de tout ce que les Congolais pouvaient avoir comme crème pour cet hôpital. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passait, s'il y avait une main noire derrière, ou ils voulaient peut-être politiser cet hôpital. C'est ce qui fait que l'hôpital n'avait jamais pu décoller. Même nous qui étions à l'intérieur, on se voit avec monsieur Raman pour essayer de donner certaines directives pour faire décoller l'hôpital, mais on a compris que ce n'était pas un bon gestionnaire. C'était pas un bon gestionnaire. Vous qui étiez à l'administration, à un moment donné, on a appris que Padilla faisait venir des médecins indiens qui n'avaient aucune formation médicale. C'était faux ou c'était des rumeurs? C'est vous qui avez géré l'administration, non? On dit que c'est des gens qui n'avaient pas de compétences, c'est des gens qui n'avaient pas de diplômes homologués, tout ça. Bon, disons, gérer l'administration, c'est un peu trop dire parce que là-bas, c'est lui qui gérait tout. Hein.
Mais, oui, et ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui vous demandez à l'Ordre national des médecins, ils vous en diront quelque chose. Parce que, oui, c'est vrai, il y a des médecins qui n'avaient pas de documents. Et même les non-médecins, même du point de vue de la migration, par exemple, au niveau de la DGM, il y a des gens qui venaient qui n'avaient même pas de papier, ils n'avaient pas de visa, il n'y avait rien. Et se retrouver là-bas en train de travailler à cet hôpital. Si, à un moment donné, la DGM est venue, et ils étaient catégoriques à ce moment-là, je crois qu'ils ont trouvé des gens sans papier, et qu'on a chassés. C'est triste. Même question à vous, docteur Mukendi. Vous êtes quand même congolais. Je sens que le sang du Congo doit crier dans vos veines quand vous voyez cet hôpital-là à ce niveau-là. Vous vous dites quoi? C'est un vrai gâchis, votre pays est en train de perdre. Oui, en fait, vous savez, toute la publicité qu'il y avait autour de cet hôpital, vous vous souvenez lors de l'inauguration, non? Il y avait le ministre de la Santé, en tout cas, qui vantait tout ça. Oui, il n'avait pas tort de vanter cet hôpital. Même lui, ministre, il voyait vraiment grand. Même les régimes à l'époque, ils comptaient vraiment. C'était vraiment un bon investissement. Bon, on ne peut pas dire que c'est trop tard parce qu'on peut encore recoller les morceaux et puis faire redémarrer les choses. À condition de régler ces problèmes de gestion. Vous savez, même dans les décrets loi créant cet hôpital, on dit que ça devait fonctionner, même la gestion. Il y avait au moins 4 directions, il y avait le conseil d'administration, il y avait la direction générale, il y avait une structure aussi commissaire des comptes là. En principe, si toutes ces structures étaient mises en place, ça fonctionnait. Je crois que l'image ne serait pas la même qu'aujourd'hui. Mais on a compris comme docteur Kabangwa, c'était politisé, question mark. Il y a eu des problèmes. En tout cas, si donc, on respectait... C'est le seul palier, le plus grand patron, c'est lui qui dit, qui décide. Bien sûr. En fait, comme j'ai dit, on peut arranger les choses. Si seulement on prend les décrets loi créant cet hôpital, on respecte tous les points là-bas, ça va redémarrer. En tout cas, ce n'est pas trop tard. On peut bien redémarrer, refaire les choses. Ça va redorer l'image de notre pays. Papa Pelenda a dit, non? C'était pour lutter avec ces problèmes-là d'évacuation sanitaire et tout ça. C'est vraiment un grand bâtiment, très bien construit même à l'intérieur. L'État a dépensé de l'argent pour... Jusqu'à maintenant, l'État continue à dépenser beaucoup d'argent pour les évacuations sanitaires. Mais cet hôpital pouvait résoudre bien ces problèmes-là d'évacuation sanitaire. Je reviens aussi au problème-là. Vous savez, je vous ai montré les observations faites par les ministres de la Santé de l'époque. Même à cette époque-là, c'était au mois de juin 2014, ils dénonçaient déjà ces problèmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si vous êtes médecin expatrié, vous venez dans un pays, vous voulez exercer, vous devez vous conformer à ce qui se passe. C'est-à-dire, vous devez vous présenter à l'ordre des médecins. Déjà, il y a une page ici, le ministre a dénoncé déjà ça. Tous ces médecins indiens, infirmiers, je ne sais pas si ça s'est fait par après, hein. On ne sait pas parce que depuis 2016, nous ne sommes pas là-bas. Mais déjà, à l'époque, là, ils ne se conformaient pas. Même chez les infirmiers, ils ont leurs ordres, ils ont les associations, la NIC, tout ça. Ils devaient d'abord aller... Là-bas, on devait leur donner les numéros d'ordre. Comme nous, médecins, on a des numéros d'ordre. Avant d'exercer, vous devez avoir un numéro d'ordre. Comme les médecins expatriés, quand ils viennent ici, ils devaient être là-bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'ils se pointent là-bas, on leur donne le numéro d'ordre. L'ordre des médecins vérifie d'abord que vous êtes médecin, vous avez terminé. L'ordre des médecins fait des enquêtes, des investigations jusqu'à... Si vous dites que vous avez terminé à telle université, l'ordre des médecins fait des investigations, des enquêtes. Parce qu'on sait bien dans ce domaine, il y a trop de charlatans. Il y a des gens qui se disent des imposteurs, médecins, mais en réalité, ils ne sont pas. Ils commettent beaucoup de dégâts. Mais ça ne s'est pas fait à l'époque, même pour les infirmiers et les laboratoires. Bon, espérons que ça s'est fait après nous. Ça, on ne sait pas, mais à l'époque... Donc, c'est un problème déjà dénoncé à l'époque par les ministres. C'est bien clair. En tout cas, le ministre Kakabang, excusez-moi, pour ne pas massacrer son nom, il a tout dénoncé, M. Pierrot. Vous voyez là ces documents ici. Il a tout dénoncé, même ces problèmes-là. Les problèmes des gardiennats, les problèmes des... les codes du travail qui n'est pas respecté. Il a tout dénoncé à l'époque. Bon, si c'était respecté, l'image serait autrement. Mais ce n'était même pas... En gros, le problème de l'hôpital du Cinquantenaire aujourd'hui, c'est son gestionnaire, le fameux Padilla. C'est lui qui est le mal qui détruit les choses. Bon, c'est à l'autorité, hein, à l'autorité d'apprécier, mais en réalité, c'est ça ce que nous vivons. Donc vous, le problème, c'est la gestion. C'est les gestionnaires. Oui, oui c'est la gestion. Si la gestion était orthodoxe, on n'en serait pas arrivé là-haut. Tout à fait. Tout à fait.
Voilà, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Aujourd'hui, j'avais décidé d'ouvrir la parole pour parler un peu de ces Congolais victimes des actes de violation de leurs droits au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire et par sa gestionnaire, M. Padilla. Padilla, c'est ça son nom? Padilla Raman. Padilla, ici c'est Padilla Raman. On va tenter de suivre ces dossiers parce que là, ils sont devant la justice. On a dépassé la trentaine de minutes, on va terminer l'émission. Je vous donnerai un mot à chacun. Docteur Kabangou, les autorités vous regardent en ce moment. Les Congolais vous regardent en ce moment. Par rapport à votre dossier, vous leur direz quoi? Et on va terminer avec vous par là. Par rapport à notre dossier, ce que je pourrais lancer comme message à nos autorités, je crois qu'avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, qui prône l'état du droit, je lance à tous nos juristes, à tous nos avocats, à tous nos procureurs, de s'enquérir de la situation, de rendre justice au peuple, afin que chacun puisse se retrouver dans ses droits. Ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui, c'est un dossier qui date depuis longtemps, qui est connu par plusieurs personnes. Mais malheureusement, les années écoulées, on n'a pas été appuyé. Mais avec l'arrivée de Félix Tshisekedi qui prône sur l'état de droit, nous espérons que la justice nous rendra notre droit. Docteur Mukendi, vous dites quoi à vos compatriotes et aux autorités qui nous regardent en ce moment par rapport à votre dossier? Ça sera quoi, un appel des cœurs? Bon, comme vous le dites, un appel des cœurs, je ne voulais pas revenir parce que le docteur Kabangou a déjà tout dit. En fait, nous demandons seulement une chose, que nous soyons réhabilités dans nos droits. Et aussi, non seulement ça, on doit regarder de plus près ces problèmes de l'hôpital du Cinquantenaire, qu'on arrange des choses. Cet hôpital va vraiment redorer l'image de notre pays sur le plan médical. Beaucoup de choses. C'est vraiment, actuellement, ça fonctionne comme un éléphant blanc. À part la morgue et tout ça, les autres services. Je ne sais pas, nous sommes plus allés à l'intérieur, mais ça saute aux yeux. Ce n'est même pas question d'aller fouiner là-bas à l'intérieur, ça saute aux yeux. Vous êtes journaliste et vous voyez, ça saute aux yeux. En tout cas, qu'on arrange ces problèmes. Mais nous, qu'on soit réhabilités dans nos droits. Ok, on a travaillé, on a souffert là-bas, on a produit des services là-bas, on a soigné nos compatriotes. Il faut que nous soyons réhabilités dans nos droits. C'est la moindre des choses. Puis il y a 271 personnes, des pères, des familles. Vous vous rendez compte? En tout cas, c'est la seule chose, qu'on soit réhabilités dans nos droits. Que le droit soit donc dit pour nos compatriotes. On termine avec vous, M. Séraphin. Ça sera quoi votre message pour qu'on termine cette émission? Bon, mon message c'est que, à part le procès en cours, je crois que le collectif a écrit un mémorandum au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, au ministre du Travail et au ministre de la Justice. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jugement est rendu au nom du chef de l'État. Mon appel, c'est que, mon cri, c'est que le président, qu'il soit vraiment impliqué. Et ça doit être un cas d'école, que ces jugements soient bien rendus et que cela puisse interpeller tout le monde, y compris les employeurs. Je crois que c'est le mot de la fin. On va suivre. Bonne chance à vous et surtout courage. N'abandonnez pas, battez-vous pour vos droits et espérons que la justice vous remettra donc dans vos droits. Merci à vous, merci d'être venu nous voir. C'est un dossier que je promets à mes téléspectateurs de suivre très religieusement. C'est juste un premier épisode. On reviendra de temps en temps avec d'autres informations sur ce qui se passe par rapport à tous nos compatriotes qui ont donc vu leurs droits être bafoués au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur le programme. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.